Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Le regard clair, doux, mais déterminé. L'artiste que je reçois aujourd'hui et que je vous propose de découvrir si vous ne le connaissez pas encore, voit loin et nous invite à prendre de la hauteur. Romain Froquet, artiste peintre urbain, embrasse avec ses œuvres l'humanité à travers ses courbes, ses lignes et ses couleurs qu'il conçoit comme une écriture dans la recherche du mouvement infini, que ce soit dans son atelier en région parisienne avec ses expositions ou sur les façades et murs du monde entier. Oui, la culture est essentielle. Oui, l'art transfigure notre vie et nous interpelle, comme le fait Romain Froquet, en interrogeant nos existences dans nos espaces urbains et confinés. Alors essayons, avec ce nouveau podcast, nous aussi, de nous laisser questionner. Romain Froquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici. Écoutez, c'est un grand plaisir. Pour parler d'art, et on a effectivement besoin de parler de ces démarches artistiques, se plonger dans l'air qui nous fait du bien en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, c'est pour moi de toute façon toujours un plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, parler de mon travail, mais pas seulement. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci Romain. Alors moi je vous ai découvert plus spécifiquement dans cette exposition qui a eu lieu au pavillon, alors exposition plutôt installation d'ailleurs, au pavillon Carré-Baudouin dans le 20e arrondissement de Paris, Ligné, où on a pu faire l'expérience en fait d'être immergé dans votre œuvre, dans cet art, en participant quelque part de façon très collaborative en fait, à continuer de créer votre création à ce moment-là de Ligné. Oui, Ligné, c'est vrai que c'est une exposition, effectivement. Et lorsque j'ai été invité par Élise Herskovitch à réaliser cette exposition, donc là, on est un an à peu près avant que ça se passe, donc on est en 2019. Beaucoup d'excitation d'une part, et très rapidement, une réflexion qui est en fait, qui porte sur qu'est-ce que je vais raconter. Qu'est-ce que je souhaite exposer, qu'est-ce que je souhaite montrer, qu'est-ce que je souhaite raconter. Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, mais pour arriver à produire cette exposition, enfin beaucoup et en même temps, c'était assez court puisque c'était quelques mois. Hein. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'en fait, ça remonte à plusieurs années. Et ce que j'ai voulu raconter sur Ligné et partager, eh ben c'est tout ce parcours que j'ai eu depuis toutes ces années, parcours très souvent parcours collectif, et qui m'amène à présenter Ligné aujourd'hui. Parce qu'on part des arbres qu'on a retrouvés dans cette exposition pour arriver finalement à ces lignes, à ces courbes, à ces représentations d'échangeurs. Alors on en parlera parce qu'il y a eu un moment sans doute marquant dans votre parcours, c'est Houston aussi. C'est ce voyage aux États-Unis, comme beaucoup de voyages qui ont marqué l'évolution de votre démarche artistique. L'arbre, justement, qu'on retrouve un peu partout, qui a été quelque part fondateur aussi dans votre démarche. Qu'est-ce que ça représente, cet arbre urbain? Parce que, voilà, on parle d'un arbre urbain. C'est effectivement un arbre urbain. C'est un arbre urbain parce que j'évolue en ville, parce que j'ai grandi en ville, parce que j'ai baigné dans l'urbain, justement. Et à côté de ça, j'ai aussi grandi avec un pied dans la nature, dans la forêt, avec en tout cas cet amour de l'arbre, cet amour de la terre. Et finalement, quand je commence à peindre, quand je commence à dessiner, quand j'ai toutes ces recherches-là, ces recherches, elles m'amènent elles sont guidées par une volonté, c'est celle d'avoir une écriture singulière, d'avoir quelque chose de reconnaissable, un langage dans lequel je peux m'exprimer. Et tout ça, ça m'amène vers l'arbre, en fait. Ça m'amène vers l'arbre et des lignes très, très organiques, très végétales, qui en fait, sans m'en rendre compte, hein, je dessinais des arbres, quoi. Et puis, pour l'anecdote, c'est un ami artiste, Clément Laurentin, qui est membre du 9e Concept également, qui un jour me fait la réflexion, il me dit « Mais tu sais, Romain, tes formes, là,
on dirait vraiment des arbres. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu fais exprès? Est-ce que c'est voulu? Et je dis, ben non. Mais c'est une belle vision. Et depuis ce jour, en fait, c'est vrai que j'ai développé toute une identité graphique autour de l'arbre. Alors des arbres qu'on retrouve dans différents endroits à travers le monde et puis en France, effectivement. Exactement, l'arbre, il est pour qu'on puisse se projeter. L'arbre, il est d'abord dessiné, puis peint, tout ça sur papier, en atelier. Et ensuite, je replie ces papiers et je les emmène avec moi. Et je les emmène avec moi dans les rues de Paris, je les emmène avec moi sur mes déplacements. Et puis, je crée des arbres aussi quand je vais à Houston, quand je pars en Inde, quand je pars en Angleterre. La volonté, elle est d'aller coller des arbres, d'aller trouver une place pour chacun de mes arbres que j'ai réalisés en atelier. Donc, la technique, c'est du collage ensuite. Et ces arbres ne vivent que dans l'espace urbain, finalement. Des arbres qui représentent le fait qu'on soit reliés tous ensemble, parce que ces arbres finalement créent une espèce de grande carte où on est reliés les uns les autres. C'est ça aussi, c'est l'aspect racine, c'est l'aspect humanité, relié. Oui, l'arbre, je me sers de ce symbole qui est un symbole universel. Et l'arbre, c'est pour moi c'est tout ce qui amène aux racines, en fait. L'enracinement, le lien à la terre. Le lien à la terre, tout ce qui fait qu'on est en vie. C'est aussi le rapport au ciel, enfin, le rapport à l'oxygène, le rapport du coup, à la planète, d'une façon plus globale. Donc, l'arbre, c'est pour moi le symbole pour parler de la condition humaine. C'est une métaphore, hein, concrètement. Lorsque je vais coller un arbre dans une rue ou sur une ruine d'un bâtiment, l'arbre, c'est un être humain. Le message, c'est que on peut tous trouver notre place. En fait, on a tous une place à trouver. Et ça peut prendre du temps. Enfin bref, après, c'est vraiment ce genre de choses que j'aborde autour de l'arbre. Et l'arbre, il est aussi issu de toutes ces recherches picturales que j'ai pu faire avant cela, autour de l'art africain, de l'art tribal, des arts primitifs, des arts premiers. Et donc toutes les civilisations anciennes, avec un travail autour du masque, un travail autour de la statuette. Avec différents symboles qui reviennent perpétuellement un peu dans votre démarche, même si complètement. Du début où c'était plus figuratif, on est arrivé à un art plus abstrait, plus d'abstraction dans ce que vous représentez, mais on retrouve quand même ces symboles qui sont récurrents. Oui. Oui, complètement. Le symbole va me suivre, en fait, va me suivre et le symbole va même évoluer. Mais on retrouve tous ces symboles présents à mes débuts, on va dire, et présents dans ces arts anciens, en fait. Tout ça part du lien à la terre, en fait. L'appartenance à une espèce, le lien à la terre. Comment dirais-je, ça a trait aux croyances également, aux divinités. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses que j'ai gardées et qui nourrissent finalement mon travail évoluant. Mon travail étant un travail autour de la ligne, mais la ligne, c'est tout ce qui connecte, tout ce qui relie, c'est le lien. C'est le lien. Et on en a encore vraiment plus besoin aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte à quel point l'humanité est reliée, en fait. Et tout ça est un tout. On est tous connectés les uns aux autres. Et c'est vrai que durant le précédent confinement, je me suis dit, mais on n'a jamais été aussi déconnectés et à la fois aussi connectés. Et connectés les uns aux autres. On pense à ces connexions des fameux échangeurs là, de Houston, les highways que vous avez représentés, qui ont voyagé aussi. Et puis ces connexions, c'est extraordinaire, ces fameuses connexions en fin de compte. Vous pouvez voir des morceaux de connexion avec leurs coordonnées GPS et en même temps voir sur le sol ces échangeurs qui nous amènent sur des routes différentes. Et en même temps, on se retrouve à un moment donné. Tout ça part de Houston, en effet. En 2012, 13, par là. Houston, et c'est la première fois que je vais aux États-Unis. Pour se déplacer, il faut une voiture et on emprunte ces échangeurs autoroutiers, enfin ces autoroutes urbaines d'ailleurs pour la plupart. Et on arrive, et puis j'arrive dans ces gros échangeurs autoroutiers et j'ai un sentiment très étrange à ce moment-là. J'ai l'impression d'être à l'intérieur de mes lignes. Il y a un dialogue qui opère, il y a une alchimie, un truc. Une espèce de réminiscence à ce moment-là aussi, de ce que vous pouvez créer. Oui, évidemment. En fait, oui, effectivement, c'est quelque chose de très fort et qui me paraît même comme une évidence, quelque part. Donc après ça, il va se passer des années et je passe toutes ces années de recherche et ça nous amène à Highway aujourd'hui. Et donc Highway, c'est tout un travail autour de photos satellites d'échangeurs autoroutiers. Donc il faut imaginer l'échangeur autoroutier comme une combinaison et une composition graphique, une combinaison de lignes en fait, et que je trouve magnifique. Quand on prend de la hauteur, donc on observe tout ça évidemment vu de l'espace, on prend de la hauteur, on prend de la distance sur notre planète,
Et j'observe ces échangeurs autoroutiers. Et je me promène partout sur la planète, à vrai dire. Ça peut être Houston, évidemment, le point de départ, Paris, Dakar, Shanghai, Stockholm, Istanbul. Et je recherchais, en fait, ces échangeurs autoroutiers. Donc la composition m'est finalement imposée, puisque c'est une composition de lignes qui existe déjà. Et moi, je vais choisir ensuite d'en isoler une partie. Et c'est cette partie-là que je transpose en bas-relief, en peinture, en composition murale. Et c'est Highway, voilà. Donc, Alors le sens derrière tout ça? le sens derrière Highway, il est multiple. Il est multiple. Il est déjà d'observer l'homme et d'observer la trace qu'on laisse et les traces qu'on laisse sur notre planète. Puisque j'observe en fait ces coordonnées GPS déjà depuis quelques années et je vais les observer pendant de nombreuses années. C'est vraiment un travail de recherche, Il y a une de progression, il y collecte a une de... évolution. Tout à fait, oui. Puisque je collecte toutes ces données, pour moi, ce sont des données ensuite qui vont m'aider à livrer un témoignage sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la planète, l'être humain, la trace. Ces coordonnées GPS racontent évidemment quelque chose de différent si on prend un cliché satellite il y a 50 ans, aujourd'hui, et dans 50 ans, voire évidemment beaucoup plus. La photo qu'on aura de la planète sera différente. La composition que je pourrais en faire sera elle aussi différente. Et donc voilà, donc je travaille avec un outil qu'on a tous à disposition, qui est Google Earth. Cette planète nous appartient à tous. C'est extraordinaire parce qu'on voyage, en fin de compte. Oui. On peut voyager de façon statique, sans se projeter à l'autre bout du monde, vous le disiez. Effectivement, on ne quitte pas son écran d'ordinateur, mais on peut voyager partout sur la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si je cite Google Earth, si je cite ces sources-là, c'est parce que c'est important. C'est aussi une question de contexte. Ce travail-là est possible aujourd'hui. Elle ne l'était pas il y a quelques années, en fait. Donc le fait d'avoir collecté autant de données, de données de photos satellites et de les mettre en ligne à la disposition de tous, c'est aussi quelque chose de très fort. Dont moi je me sers, c'est donc ma source d'inspiration. Et puis ces échangeurs, c'est aussi ce qui symbolise la route, le choix que l'on doit faire. L'échangeur autoroutier, c'est un carrefour tout simplement. On parlait de symboles tout à l'heure. Je vais à droite, je vais à gauche, je fais marche arrière. Je suis statique, non, je peux pas. On est toujours en mouvement. L'échangeur autoroutier, c'est la route. La route, c'est ce que l'homme a construit pour aller vers son prochain, pour se déplacer. Donc on est dans le lien, on est dans la connexion. Ce mouvement, justement, on le retrouve, Romain Fouquet, dans la gestuelle de la peinture, dans la gestuelle du dessin, de la courbe, de la ligne. Alors, on décrit un peu votre travail aussi au départ comme une calligraphie, la calligraphie qui vous a beaucoup inspiré. Ce geste qui paraît à la fois spontané et en même temps très maîtrisé. On a l'impression qu'il y a quand même une rigueur. Alors c'est le fruit du travail, de ces années de recherche autour du geste, mais c'est extraordinaire au fond. C'est une écriture. Oui, c'est une écriture. C'est vrai. C'est une écriture et je m'en suis vraiment rendu compte durant cette exposition. En fait, en revoyant cette exposition, il y a eu un confinement, l'expo a été arrêtée, elle a été réouverte, et puis quand j'ai pu revoir cette exposition, je l'ai vue un petit peu comme un visiteur, et là je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir des écritures, de voir des calligraphies, en prenant de la distance, j'ai vu tout ça. Et c'est vrai qu'en parlant de calligraphie, dans la calligraphie asiatique, il y a cet art de la répétition, en fait, la répétition d'une gestuelle. Depuis tout petit et durant toute une vie, en fait, on va répéter, les maîtres calligraphes vont répéter leur caractère, répéter cette gestuelle. Le but du jeu, il est que tout ça soit finalement quelque chose d'inconscient. C'est presque une méditation. Oui, tout à fait, oui. Oui, puisque à force de répéter les choses, on ne pense plus les choses. On les fait, on les exécute, elles sont spontanées, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a inspiré dans la calligraphie. Et c'est effectivement le fait de répéter mes lignes, de répéter cette gestuelle, qui en a fait quelque chose déjà de mouvant, et puis quelque chose de complètement libéré, en fait. Le mouvement est permanent, le mouvement c'est ce que je recherche dans la ligne, faut imaginer des lignes courbes et non des lignes droites, et puis ce travail du pinceau et de la peinture qui démarre en atelier sur des carnets de croquis, qui vont ensuite, ces mouvements, se transposer sur une toile, donc on n'est plus dans le mouvement du poignet, mais dans le mouvement du bras, puis sur mur, alors là des mouvements vraiment différents, beaucoup plus amples, on est sur l'épaule, on est sur le mouvement du corps, et puis sur cette exposition lignée, dans cette dernière salle, toutes les peintures sont réalisées au sol, donc
Là, on est vraiment dans un mouvement calligraphique. Le geste est complètement libéré, le geste est fluide, et le geste est mouvement, finalement. Alors avec différents supports, et c'est vrai qu'on a pu voir justement dans ce pavillon du Carré Baudouin tout, ou presque, hein, les instruments que vous utilisez, les outils, de la bombe, du pinceau justement, presque des instruments inventés, bricolés, pour arriver au résultat que vous souhaitez. Oui, en fait, c'est vrai que je parlais de mouvement et de transposer sa ligne d'un carnet de croquis à un mur. En fait, les outils sont pas les mêmes. Donc moi, il y a aussi, si vous voulez, une grosse recherche de comment travailler ce mouvement et donner l'impression que c'est un mouvement réalisé en un coup de pinceau sur un mur de 10 mètres de haut. Ce qui est techniquement pas possible. Donc on travaille avec des nacelles, donc on doit décomposer en fait le mouvement en 10 mouvements. Pareil lorsque je peins au sol. D'où la nécessité en fait de fabriquer des outils. Là on parle de pinceaux géants hein, qui font une soixantaine de centimètres de largeur, d'épaisseur on va dire. Et puis l'exposition démarre sur ce mur qui est en fait une composition d'objets sortis de mon atelier. Alors ça peut être un dessin de mon petit garçon Marcus, ça peut être effectivement ce pinceau fabriqué pour l'exposition, mais aussi des stickers qui sont les premières réalisations que je vais faire avec mon collectif 9e Concept, qui sont des cartes routières du Texas, voilà, Des toutes vieux ces papiers. choses. Des vieux papiers, effectivement, des sacs de transport de marchandises en jute sur lesquels j'aime peindre en fait. Il Il n'y a pas de limite dans cette création. n'y a pas de limite. Il y a les limites évidemment qu'on se pose, des limites liées dans la peinture par exemple, liées au physique, à l'état physique, puisque c'est une peinture qui demande beaucoup d'énergie en fait. Lorsque je réalise une fresque, lorsque je réalise une peinture, j'y mets vraiment tout ce que j'ai. Et on est dans un mouvement dans ma peinture. Et moi aussi, il y a beaucoup de mouvements lorsque je pratique. J'imagine le mur du pavillon Carré de Baudouin, qui se trouve en haut de la montée de Ménilmontant, qui est un mur très long, assez haut, puisqu'il monte jusqu'à 4 mètres. Et là, j'avais, en fait, au début, j'avais des escabeaux, des échelles pour pouvoir monter. Et puis finalement, j'ai travaillé avec des grandes perches de 4 mètres de long, avec les pinceaux au bout. Donc on est sur quelque chose de très lourd à manipuler en fait. Donc il y a aussi la recherche de... physique aussi. C'est ça. Il y a aussi cette... Donc quand je parle de limite, il y a ce genre de limite. Après, j'essaie de poser aucune limite sur les projets que je peux faire en fait. Si je pose des limites, dans ce cas-là, j'avance plus. La limite de la surface parfois, mais en même temps, ça donne un peu le vertige de passer de son atelier, peut-être de la planche de bois ou de la toile, à une façade de 10 mètres de haut ou un terrain de foot. Je pense au playground qui se trouve au Halles à Paris. Ce playground, ce terrain de football, ce terrain de basket, avec cette surface gigantesque ou cette façade de 10 mètres de haut, comment on fait pour passer de l'atelier à cette façade? Ce ne sont pas les mêmes perspectives, ce ne sont pas les mêmes effets qu'on va rechercher pour le public. Tout à fait. C'est vrai que la finalité est quelque part différente, je pense, d'un tableau que je vais créer en atelier. À plein d'égards, mais le tableau que je crée, quelque part, je le crée pour moi. Je le crée pour moi et lorsqu'il me plaît, je considère qu'il est terminé et puis je passe à une autre toile, voilà. Et ce tableau sera ensuite exposé, vendu, voilà. En tout cas, va vivre sa vie. Un terrain de basket comme celui du Playground des Halles, c'est totalement différent. Un mur également. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses pour moi, je vais les faire pour une ville, je vais les faire pour les habitants d'un quartier, je vais les faire pour des passants. Et en fait, je considère réellement que cette fresque murale que je vais faire en extérieur, elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. À partir du moment où je la termine, d'ailleurs, elle ne m'appartient plus. Et c'est une trace, c'est un cadeau, un témoignage que je laisse. Donc ça, c'est vraiment très différent. Après, j'ai toujours considéré comme le travail en atelier et le travail en extérieur comme étant des choses complémentaires. Et je m'explique, je pense que j'ai eu besoin de sortir de mon atelier et j'ai eu besoin de faire sortir les lignes de mon atelier. Déjà les faire sortir de la toile, de ce cadre donc limité, et ces lignes ont eu besoin de vivre,
Et ben, j'ai pas trouvé mieux que d'aller peindre sur des murs, en fait. D'aller peindre sur des surfaces très différentes, hein, parce que le Playground des Halles, on parle d'un sol de 400 mètres carrés. Donc là aussi, on est sur une surface très atypique. Mais je recherche aussi la contrainte. J'aime aller faire dialoguer mes lignes avec un environnement, avec une architecture. Donc là aussi, ça change de la toile. La toile, on est sur une feuille blanche. Travailler sur une fresque en extérieur, on n'est pas sur une feuille blanche. En tout cas, je ne le prends pas, moi, comme ça. Il y a un environnement, il y a une matière, il y a un support différent. Oui, il y a tout ça et il y a tous ces regards qui viennent se poser sur cette fresque-là. Oui, évidemment, beaucoup s'interrogent. Certains aiment, certains n'aiment pas. Certains le disent, certains non. Et puis ça c'est pendant la phase de création, évidemment, beaucoup d'échanges, ce que je n'ai pas en atelier. Alors comment réagit l'artiste dans ces cas-là? Comment il absorbe, comment il reçoit toutes ces remarques, ces questionnements? Est-ce que ça fait évoluer votre travail en main? Ça fait évoluer le travail, oui, évidemment, ça fait évoluer le travail, puisque ça fait évoluer notre façon d'aborder notre travail. Ça nous fait prendre de la distance avec ce qu'on fait. Et moi, personnellement, tous ces échanges me nourrissent énormément. Parce qu'on va me demander, tiens, pourquoi vous avez mis du rouge? J'ai mis du rouge parce que j'avais envie de mettre du rouge. Voilà, ça c'est la première fois. Ensuite, on me repose la question, pourquoi du rouge? Bon, ben voilà, donc à force d'avoir cette même question, finalement, je vais moi me la poser réellement, cette question. Bon, ben pourquoi j'ai mis du rouge à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une raison? Et donc, le fait d'échanger nous aide à raconter, en tout cas c'est la façon dont moi je vois les choses, hein. Le fait d'échanger avec des passants, quand je réalise un mur, ça me permet de créer une histoire. Ça me permet de créer l'histoire de ce mur, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ma peinture qui est abstraite, mais il y a aussi des choses qui ont du sens, évidemment. Un choix de couleur, il est fait par rapport à un environnement. Lorsque je travaille sur un mur, je viens évidemment le voir en amont et je viens le prendre en photo avec tout l'environnement autour. Les couleurs les couleurs environnantes vont m'inspirer les couleurs de la fresque, puisqu'il faut que ça cohabite et il faut que ça dialogue. Donc voilà, tout est fait en fonction et par rapport à un environnement. Donc le fait d'échanger finalement me permet de mettre des mots sur ce travail que je produis à un moment bien précis. Et voilà, ça peut être handicapant, évidemment, quand les gens n'aiment pas et les gens le disent. C'est des énergies. Après, ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Ça, ce sont des énergies, en fait. Positives, négatives, ça amène des remises en question. Tout ça, c'est super. Bosser en extérieur, c'est aussi très physique. On parlait de physique. Et donc, on est dans une performance avec la volonté et l'objectif de faire son mur, de faire sa peinture. Il y a les aléas de la météo, il y a plein de choses qui viennent en fait perturber la création. Donc quand on termine, il y a une vraie fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose. Et de cette œuvre qui finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, ne nous appartient plus. Il faut s'en libérer. Il y a un lâcher-prise nécessaire. Ce lâcher-prise aussi, vous l'avez appris au fil des années? Alors, le sentiment, comment dirais-je, ce sentiment très particulier lorsqu'on crée une œuvre, une fresque, un tableau, peu importe, d'avoir accompli quelque chose d'honnête, de sincère, qu'on aime beaucoup. Il y a cette fierté, en fait. Ça, c'est unique. Et ce moment-là, il est le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en fait. Et d'ailleurs, si on me demande quelle est l'œuvre que je préfère, c'est toujours celle que je viens de terminer, celle que je viens d'achever. Ça, c'est quand même un sentiment qui bouge pas, et ce qui veut dire que je prends toujours un mur comme un challenge. Il y a toujours une appréhension. Alors évidemment, elle est moindre aujourd'hui que sur ma première grande fresque murale, par exemple, réalisée à Sète lors du K-Live en 2016, qui était très haute et assez impressionnante, en tout cas pour moi. Voilà, à force de répéter les choses, tout devient plus facile. Ce mouvement qui était compliqué à faire en 2016 sur ce grand mur, aujourd'hui, ce mouvement est beaucoup plus facile pour moi à réaliser. Ce qu'on ressent dans vos œuvres, Romain Froquet, et dans la façon aussi dont vous les réalisez, c'est le plaisir, c'est la joie. Dans une interview, vous disiez d'ailleurs, l'artiste maudit, non, c'est pas ça, en fin de compte. C'est le plaisir, c'est vraiment la joie qui transparaît, qui est transmise à travers vos œuvres. En tout cas, je ressens beaucoup de plaisir à créer. Pour moi, la création n'est que plaisir, d'ailleurs. Le premier confinement, je pense à ce moment-là, j'avais tout ce qu'il me fallait pour peindre. J'avais des kilomètres de toile, j'avais de la peinture, j'avais mon atelier en face de chez moi, donc aucun problème pour travailler et peindre. Plus de mails, pas de téléphone qui sonne. Parfait, les conditions sont donc idéales pour peindre.
j'ai pas été capable de peindre un seul tableau durant les trois quarts du confinement, en fait. C'est revenu par la suite, mais je n'arrivais pas à peindre, je n'arrivais pas à créer. Effectivement, dans ce moment-là, je me dis, bah oui, moi j'ai De la besoin vie à l'extérieur, du mouvement, de voilà, la rencontre. exactement, c'est ça. Et donc de plaisir, quoi. Donc c'est pour ça que j'associe la création à du plaisir. On parlait tout à l'heure des couleurs, du rouge. Il y a une couleur qui revient en permanence, évidemment, dans vos œuvres, c'est le noir. Ouais, je pensais que vous alliez dire le bleu. Mais oui, Le le bleu noir. aussi, oui, oui, mais Oui, le noir qui vient finalement souligner ces lignes et presque, comment dirais-je, c'est difficile à décrire, oui, qui vient souligner ces autres couleurs ou cette bichromie qui est utilisée. oui, le noir, c'est la couleur dont je vais me servir. Alors déjà, le noir, pour moi, c'est un vrai lien à la terre. Hein, d'ailleurs, dans beaucoup de tribus africaines, le noir, on associe le noir à la terre, vraiment la planète. Et moi, en fait, ce noir, il est là pour à la fois relier, connecter les choses, un point A, un point B, hein, tracer ma courbe, et aussi séparer, isoler, cloisonner, cerner les choses. Parce qu'en fait, cette ligne, pour moi, c'est un paradoxe, parce que la ligne, c'est ce qui connecte. Mais en traçant une ligne et en connectant les choses, on trace une frontière, en fait. On amène une division. On crée deux espaces. Donc comment peut-on à la fois connecter les choses en les divisant? Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fascine et je me sers du noir, en fait, pour raconter ça. Puisque le noir, c'est une couleur aussi qui est très ambivalente. Le noir, c'est à la fois des choses très sombres, mais c'est aussi des choses très rassurantes, très sobres. Et donc le noir, pour moi, raconte tout et son contraire, que je ne m'en lasse pas. C'est aussi la couleur de l'encre de Chine. Et j'ai démarré le dessin avec l'encre de Chine, justement. C'est quelque chose qui ne me quitte pas. Je dessine beaucoup, tous les jours. J'ai une pratique du dessin qui est quasi quotidienne, hein, comme des gammes à travailler, des exercices à faire, comme ça. Et tout ça se fait en noir à l'encre de Chine, toujours. Romain Froquet, s'il y avait une fenêtre à ouvrir, alors vous avez ouvert des portes, beaucoup. La porte revient aussi dans vos œuvres. Porte fermée ou porte ouverte d'ailleurs. Je pense à une exposition aussi. Là, le podcast, en l'occurrence, s'appelle Ouvrons la fenêtre. Vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre sur un espace-temps, un espace. Qu'est-ce que vous aimeriez y voir? Qu'est-ce que vous aimeriez créer à nouveau à travers cette fenêtre? En fait, je pense que si j'ouvre cette fenêtre, et ce que j'aimerais y voir, c'est quelque chose d'assez personnel, on va dire. C'est de continuer toujours à questionner le lien, en fait. Le lien qui est la base de toutes ces recherches que je fais en peinture. C'est les connexions, c'est comment nous sommes tous reliés les uns aux autres. Parfois, j'ai quand même l'impression de réaliser des cartes, hein, de cartographier les liens, des liens invisibles. Et j'ai envie de continuer ces recherches pendant très longtemps. Et je pense que si j'ouvre cette fenêtre et que je continue à voir ces lignes, ça me donnera beaucoup de force et de courage aujourd'hui. Le collectif est important dans toute cette démarche. Oui, parce que tout est parti du collectif, en tout cas pour ma part. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je rencontre ce collectif, le 9e concept, que j'intègre, collectif de peintres, dessinateurs. Et moi, à l'époque, je ne dessine pas, je ne peins pas, je ne crée pas, en fait. Et je rencontre tous ces artistes qui vont me donner envie de créer, qui vont me donner envie de trouver un moyen de m'exprimer, de témoigner, et qui vont me donner ces outils et qui vont m'accompagner pendant toutes ces années, puisque ça remonte à 20 ans maintenant. Donc pour moi, la création, elle a démarré de façon collective. Aujourd'hui, elle l'est toujours. C'est-à-dire que je me suis émancipé de ce collectif. J'ai eu besoin de tracer ma ligne, en fait, hein, vraiment de vivre ma vie et mes expériences. Et d'affirmer votre propre style. Oui, complètement. Puisque c'était... je pense que quand on est dans un collectif comme ça, on a besoin d'exister déjà au sein du collectif. Avant d'exister dans la société ou d'exister en tant qu'artiste, on a besoin d'exister dans ce collectif. Donc ce qui veut dire trouver sa ligne, trouver son écriture, trouver son mode d'expression, en fait. Et bon voilà, il m'a fallu des années pour le trouver. Et puis ce mode d'expression, est-ce qu'il est aujourd'hui? Il sera peut-être différent dans 10 ans ou dans 20 ans. Et puis j'ai retrouvé le collectif. Alors j'ai jamais quitté parce que ce collectif, c'est ma famille artistique en fait. Mais on a toujours évolué les uns à côté des autres. Et on se retrouve en 2020 pour célébrer les 30 ans du collectif en fait. Donc les 30 ans du collectif, moi je suis rentré dans ce collectif donc 10 ans après sa création.
Alors on parle d'une vingtaine d'artistes, peut-être plus, parce qu'on a toujours eu des frontières un petit peu floues, c'est-à-dire qui est dans le collectif, qui ne l'est pas. Donc en fait, c'est une très grande famille, le 9e concept, composée aussi de musiciens, composée de vidéastes, de photographes. Et on a célébré nos 30 ans donc, d'existence sur Fluctuart cette année. D'ailleurs, l'exposition n'est pas terminée. Elle va durer encore quelques mois et puis on va la faire vivre, on continue à la faire vivre de façon digitale, en ligne, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un beau challenge pour nous. Comment faire vivre une exposition. Heureusement pour les artistes. Là, c'est une fenêtre ouverte. Complètement. Les gens ne peuvent plus aller voir les expositions, mais les artistes créent toujours. Donc comment finalement recréer ce lien? Donc tout ça, ce sont des choses très intéressantes à travailler, à questionner aujourd'hui. Artiste urbain, street artiste, c'est une étiquette que l'on met, mais vous êtes bien plus que ça, Romain Froquet. Oui, je pense qu'on a besoin d'étiquettes pour nommer les choses, pour nommer les gens. Je pense que tout ça, ce sont des repères dont on a besoin. Moi, j'essaie de ne pas me poser de limites. Je pense que l'étiquette, elle peut enfermer dans quelque chose. J'ai aucun problème avec le fait d'être étiqueté, on va dire. Ça, c'est aussi pour moi une façon d'exister en tant qu'artiste. En revanche, pas de limite. Donc, pas de limite, pas d'étiquette, et on avance. Et on avance sans se poser de questions. Moi, je suis artiste autodidacte. Et je pense que, à la fois, ça peut et ça pourra me desservir dans certains aspects, mais c'est aussi un vrai avantage pour moi d'être autodidacte. Une grande liberté. Exactement. Il n'y a pas ce poids sur les épaules d'une création à respecter, de codes. Donc moi, j'en ai pas. J'avance, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Romain Froquet, un mot pour tous les artistes là, qui sont en ce moment interrogés par cette situation, qui se disent qu'est-ce qu'on va devenir. On a ce discours, ce débat, d'ailleurs qui n'existe pas forcément, sur la place de la culture, sur la place de l'art en ce moment, qui est un petit peu relégué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je pense que rien n'est un frein à la création. Tout sert la création, finalement. Même des obstacles qu'on pourrait mettre sur notre chemin sont des choses qui nous serviront, évidemment. Moi, je crois beaucoup en la notion de collectif, et comme on en a parlé, faire les choses à plusieurs, c'est quelque chose, pour moi, qui me paraît aujourd'hui absolument inévitable. Enfin, il faut le faire, c'est-à-dire que créer en collectif donne une force qu'on n'a pas tout seul. Se regrouper, en tout cas, nous, c'est le besoin qu'on a eu avec le 9e concept. Et puis, je pense aussi que en tant qu'artiste d'art urbain, on a toujours été dans un modèle alternatif quelque part. Les choses ne changent pas en ce sens-là. C'est-à-dire que on se crée nos propres... on s'est créé notre propre économie. Et tout s'est créé autour des artistes urbains. C'est pas l'inverse. C'est pas l'artiste urbain qui s'est adapté à un système économique, à un système culturel. Donc c'est l'inverse. Donc finalement, je pense que nous, on va continuer à avancer. Les gens suivront ou ne suivront pas. Mais c'est pas la situation actuelle qui va m'empêcher de créer. Et je dirais même que je pense que j'ai jamais été aussi motivé et inspiré qu'en 2020. Donc allons-y. Parce qu'un sacré challenge. Oui, complètement. Oui, c'est vrai. C'en est un. Si on veut découvrir vos œuvres, Romain, comment on fait? Comment on fait pour voir mes œuvres? On peut tout simplement aller sur Instagram et suivre mon profil personnel sur lequel je partage non pas ma vie, mais je partage ma peinture. Voilà, les choses, voilà, avec Joël Knafo, avec qui j'expose en France, à Paris. Qui est une galerie. Donc, qui est une galerie physique. Faubourg Saint-Honoré. Tout à fait. Évidemment fermée en ce moment, mais Joël n'arrête pas il est comme les artistes, les galeristes et les artistes, c'est la même famille. Donc, on va être dans cette remise en question et dans comment montrer de l'art, comment partager. Pareil avec ma galerie à Moscou, la galerie Askeri, où on est sur ces réflexions-là. Donc on va continuer à avoir de l'art en ligne, évidemment, et dans la rue, puisque voilà, ma fin d'année 2020 va être aussi ponctuée de murs en extérieur, notamment pour l'hôpital Beaujon à Clichy, pour lequel je vais réaliser une grande fresque murale à l'entrée du bâtiment, pour voilà, comme un don aussi de ma part. Et, voilà, plein de choses. Donc à découvrir sur tous les supports, partout. C'est ça qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Romain Froquet, de nous avoir vraiment fait respirer aujourd'hui à travers votre art et votre œuvre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, parce que
comme je le disais en début d'émission, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Et je pense qu'on a tous besoin en ce moment d'échanger. Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser. Et puis ça me donne des idées aussi d'autres invités. Et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast, parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.